et merci Thomas, merci Brieux d'avoir accepté notre invitation. Juste une petite introduction pour vous dire pourquoi on a proposé de faire intervenir Brieux du Rosquat qui se présentera. Moi, je suis directrice de la délégation à la modernisation de l'action publique à la région. Et à la région, comme dans nombre d'organisations publiques, des systèmes d'IA sont testés, mis en place. Ça nous questionne sur les changements que l'IA va apporter dans notre travail, sur nos pratiques. Donc à la délégation, on a travaillé on essaie de travailler et d'explorer les impacts humains de l'IA. Et on a notamment été en lien avec le Laboria. Thomas en a parlé tout à l'heure, on pourra vous mettre les liens. Les travaux pilotés par le sociologue Ian Ferguson nous ont intéressés et on a commencé à travailler justement sur la notion d'impact sur l'engagement professionnel, sur la qualité de vie au travail, sur l'organisation du travail et aussi sur les impacts sur la fonction managériale. Tout ça est très bien documenté par le Laboria. On vous invite à aller voir leurs travaux ainsi que les travaux de l'Observatoire Data Publica qui s'est inspiré des travaux du Laboria pour travailler avec une quinzaine de collectivités territoriales sur les impacts humains des systèmes d'IA dans nos organisations. Et donc, ces travaux-là, ils ont nourri nos premières réflexions à la région sur comment accepter cette transformation et comment on peut travailler sur l'acceptabilité, sur l'appropriation des systèmes d'IA dans nos organisations. Et parallèlement à la découverte de ces travaux, on a croisé sur notre chemin de notre exploration Brieux, qui va se présenter. Et ce qui nous a intéressé dans votre travail, Brieux, c'est l'approche par les compétences comportementales. Pour vous, mesurer les impacts, c'est utile, important, tout comme être attentif aux coûts cognitifs des systèmes d'IA sur nous, agentes et agents, vous en reparlerez aujourd'hui. Mais c'est surtout favoriser des environnements qui sont apprenants et inclusifs et renforcer ces soft skills, ces compétences comportementales dont vous allez nous parler pour faire de la révolution numérique IA une transformation positive de nos organisations. Vous serez présent aussi le 18 pour nous accompagner en tant qu'expert, donc la journée dont Thomas a parlé, puisqu'il y a un sujet particulier une problématique particulière qui sera abordée. Merci Brieux, je vous laisse la parole. Merci Edith. Bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter rapidement. Moi, je suis président de l'Institut pour la transformation et l'innovation qui s'appelle ITIC, un réseau de recherche-action dédié au développement des compétences liées à l'innovation et à la transformation, et plus particulièrement aux mutations technologiques. Je suis chercheur en sciences cognitives et en fait, j'ai dirigé le rapport France Stratégie dont vous avez évoqué. Donc, ça a été un peu plus de 6 ans d'années de recherche. C'est un rapport qui s'appelle « Les soft skills pour innover et transformer les organisations » au sein de France Stratégie. Je collabore aujourd'hui avec Sciences Po et le CNAM sur l'impact de l'IA sur les organisations et les compétences. Et c'est une recherche qu'on est actuellement en train de mener et depuis déjà 2 ans. Parallèlement, j'enseigne à Polytechnique, à Centrale Supélec, à l'EHESP et à Sciences Po. Et surtout, une formation qui m'est chère, que j'ai initiée, c'est la semaine de la transformation publique à l'IRA, de Lille, pour former les futurs cadres des administrations centrales et mobiliser leurs compétences transversales pour innover et transformer. Voilà un peu l'idée, c'est 5 jours où ensemble, on définit des sujets de transfo et on est acteur. Donc, j'ai 3 piliers essentiellement qui forment mon équilibre. C'est l'enseignement, la recherche et l'action. Parce qu'au départ, j'ai débuté en tant qu'inventeur et fondateur dans une start-up de deep tech, donc de techno. Donc là, je vais vous présenter un sujet qui, à la fois, est central, que je connais bien depuis maintenant plus de 10 ans, que je connais les systèmes d'IA, et l'accompagnement à la transformation des organisations. Alors, évidemment, les propos n'engagent que moi, mais le sujet est relativement complexe,
sans pour autant tomber dans des débats souvent déontologiques ou presque d'éthique individuelle. J'ai essayé d'avoir une expression sur les faits, la recherche académique et l'expérience que j'en tire de, des impacts réels que j'ai vus sur le terrain et auprès des sociétés et des administrations. Alors, ce que je voudrais, c'est commencer au départ par un élément assez central, c'est de se dire, bon, bah, les mots ont des sens, et de redéfinir finalement les termes qui sont souvent confondus ou souvent des mots valises, comme le terme créativité, innovation et transformation. Finalement, on en parle beaucoup, hein, mais finalement, ça signifie quoi? Alors la créativité, c'est tout simplement, c'est créer de nouvelles idées. Imaginez-vous de nouvelles solutions, des concepts, des approches inédites. Alors, on peut être créatif seul, hein, ça c'est sûr, hein. Mais contrairement à l'innovation, c'est un jeu qui se joue en groupe. Et dans l'innovation, évidemment, il y a cette notion d'idées nouvelles, mais en plus, il y a deux éléments qui sont importants. C'est un, la mise en œuvre. C'est pas qu'une simple idée. Il y a une mise en œuvre concrète. Ça, c'est une deuxième chose. Et troisième élément important, c'est que ça apporte de la valeur. Alors, ces trois éléments, la nouveauté, la mise en œuvre et la valeur, elle peut être protéiforme, évidemment pas que financière, peut être impactante, peut être sociétale, organisationnelle, elle est protéiforme. Mais l'innovation, il y a bien ces trois axes qui forment l'innovation, et ça, c'est la définition ancrée au sein de l'OCDE. Troisième élément, après, c'est qu'on va sur la transformation. C'est quoi la transformation? C'est un vaste ensemble, finalement. On arrive au premier ensemble qui est la créativité, deuxième qui est l'innovation, et le troisième qui est la transformation. La transformation, c'est un changement déjà durable, ce n'est pas juste un élément. C'est souvent le résultat, mais pas que, d'innovation. Il se multiplie. C'est une évolution de la stratégie, des cultures, des processus, mais pas que. L'innovation, ça peut être aussi la transformation, ça peut être aussi des actes minimaux qui s'enchaînent, qui se reconfigurent. Mais surtout, c'est les conséquences. Ça change les rôles, les règles, les artefacts de travail. Il y a toute cette transformation qui fait qu'on passe d'un point A à un point B. Voilà un peu. Et là, donc, on va aller sur, évidemment, la notion de plus de transformation. Voilà un peu l'élément important, c'est que on parle souvent de transformation, mais là, on revient un peu au service public aussi. On a l'impression que le service public, il se transforme que maintenant, finalement, parce qu'on parle énormément de transformation. Je voudrais juste rappeler un peu dans le service public que si on parle de modernisation depuis les années 60, 70. Après, on est du foisonnement général dans les années 70, puis à la réforme de l'État, puis à la modernisation en 97, puis après, il y a eu la loi LOF. Donc, la transformation de l'État ou des collectivités a toujours été un lieu. On a toujours transformé finalement. Ce n'est pas que maintenant qu'on transforme. La grande différence entre avant et maintenant, c'est que la transformation, elle est peut-être beaucoup plus violente, entre guillemets. Violente, pourquoi? Parce qu'elle est rapide. C'est cette notion de temps qui est omniprésente et qui change ses mouvements. Et l'IA, entre autres, accélère, hein, est un accélérateur considérable de cette rapidité. Donc, ce qu'on va évoquer, c'est qu'avant tout, OK, on parle d'IA, mais c'est quoi? On va un peu l'évoquer, mais c'est parler de choc des usages, hein, réellement, on parle de choc parce qu'il y a cette rapidité qui intervient. Il transforme déjà nos pratiques. On verra à quel point il transforme nos pratiques
perso et pro. Deuxième élément, on verra que, ben oui, ça change nos pratiques, mais c'est aussi un coût cognitif important. Alors voilà, les enjeux, ils sont à la fois des enjeux des enjeux qui sont liés au climat, stratégiques, plein de choses, mais tout ça, je peux les aborder. J'ai vraiment resté sur quel est l'enjeu pour l'individu, pour nous et pour le collectif. Troisième élément, on va réfléchir ensemble sur comment réussir cette transformation et en quoi ces compétences, les soft skills, sont stratégiques. Alors, on va sur le choc des usages. Déjà, je n'ai pas parlé d'IA au sens large. Il faut bien que je redéfinisse un peu le terme. L'IA existe depuis très longtemps. Elle est implémentée dans nos portables, dans des systèmes experts, un peu partout. Je vais plutôt parler des ALM, des grands modèles de langage qui ont vu leur apparition apparaître avec ChatGPT. C'est ces modèles-là qui ont déclenché une vague d'usage grand public et de professionnels qui est massive. Alors, c'est quoi un LLM finalement? Parce que bon, je ne sais pas si tout le monde est un peu bien au courant quel est l'auditoire. On va imaginer, c'est un peu comme un grand clavier prédictif, en fait. Vous vous souvenez de votre portable avec, on définissait le mot d'après, voilà. C'est un grand clavier prédictif, un peu géant, imaginez ça. Ce clavier géant, qui est nourri par une bibliothèque qui est immense, qui est mondiale, voilà, où finalement chaque mot, après chaque mot, on évalue des millions de suites possibles et on choisit celle qui sera la mieux collée au contexte. D'où sa capacité à rédiger, résumer, traduire ou coder. Finalement, si on veut reprendre un truc un peu plus exact, c'est un mot, voilà, ce qu'on appelle un token. Voilà, il y a des suites, on va déterminer un vecteur et une probabilité de la suite la plus probable. C'est un peu comme un chef d'orchestre des probabilités, en fait. Quelque part, il anticipe la note, le mot finalement, suivant pour que la phrase sonne la plus juste. Voilà, c'est un peu l'image que je pourrais donner. Donc, il ne faut pas oublier avant tout que c'est un modèle, okay, que c'est un outil. Et ça, c'est important de le rappeler. Un outil qui imite notre langage. Et en imitant ce langage, il est connecté aussi à énormément de savoir, ce qui va constituer beaucoup d'ambiguïté. Donc, on verra que ces usages, ils sont très importants aujourd'hui et on va un peu les détailler. Alors, je rappelle que le lancement initial de ChatGPT, c'est un bébé. Il date du 31 octobre 2022. Ça, c'est date des États-Unis. En France, c'est le 1er novembre. Je me souviens des fils Twitter qui arrivaient en masse pour dire « mais vous avez vu ça ?» etc. En France, on pouvait avoir accès à des modèles de langage qui étaient en amont, assez loin, mais qui n'étaient pas du tout aussi puissants. Et il y a une résonance qui était quand même très, très forte. Voilà. Alors, la résonance, il est lancé le 31 octobre. Le 16 décembre 2022, il est ouvert à tous les utilisateurs connectés, utilisable sans inscription, donc à partir de février 2023. Et il y a 100 millions d'utilisateurs. On atteint en 2 mois le niveau d'adoption d'Internet en 10 ans. Voilà un vrai choc. On n'avait jamais connu ça. Pour donner quelques d'autres chiffres, ChatGPT, c'est 800 millions d'utilisateurs
par mois. Gemini, donc, qui est une autre application de LLM de Google, c'est 650 millions chaque mois. Donc, ChatGPT, c'est 800 millions par semaine. Google Recherche, c'est 2 milliards par mois. Alors, Google Recherche, c'est celle qu'on ne connaît pas forcément ou que certains connaissent, où il y a en haut, finalement, un AI overview qui permet de synthétiser un peu nos recherches. Meta, c'est 1 milliard parce qu'il a intégré dans WhatsApp, dans Facebook. Microsoft, la famille Copilot, c'est 10 millions. Grok, 65 millions. Donc ça, c'est celle d'Elon Musk. Perplexity, 30 millions aussi. Donc on voit, Mistral, on n'a aucun chiffre. On sait juste qu'il y a eu 14 millions 1 million de téléchargements après 14 jours après sa sortie en février 2025. Donc globalement, il y a 1 milliard de personnes qui utilisent l'IA chaque mois. Ben, ça, c'est relativement unique dans l'histoire de l'humanité, un usage comme ça. Et on ne peut pas penser que cet usage-là, du moins cette violence dans la prise, n'a pas de conséquences. Donc pourquoi on pourrait se poser la question, bon ben ok, mais comment ça se fait que finalement en si peu de temps, un outil, un simple outil quelque part, qui prédit juste un mot derrière ou un enchaînement de mots, une probabilité, peut donner une adoption si fulgurante. C'est qu'il y a autre chose que finalement que ce simple outil de prédiction et de mathématiques. Hein. Parce que derrière, c'est des mathématiques. Derrière, c'est des probabilités. Et en France, on est assez doué parce qu'on a une école française de la probabilité des mathématiques qui est à un très bon niveau. Donc, pourquoi cette adoption fulgurante? Il y a il y a un effet, ce qu'on appelle l'effet copilote, qui est tout de suite s'intégrer dans beaucoup d'outils. OK? Il y a une multiplication aussi des points d'entrée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez l'avoir sur votre PC, sur votre portable, un peu partout. Et tout simplement, on passe de l'expérimentation, ce qu'on a eu tout au début, à des réflexes qui deviennent au quotidien. C'est-à-dire, on rédige, on résume, on recherche certains codes avec. Puis tout simplement, ces éléments-là, il y a le seuil d'entrée, il est très bas. Bah, c'est très naturel. Voilà. Ce qui fait sa force, c'est pas uniquement l'algorithme qu'il y a derrière, c'est-à-dire qui permet de rentrer de la très forte probabilité, c'est que la conversation est naturelle. C'est le principe du chatbot, en fait, principe de l'interaction qui ressemble à un humain. C'est là-dessus qu'on verra plus tard et que je réinterroge aussi le maître. Cette conversation qui est complètement naturelle, où il y a zéro apprentissage, il n'y a pas d'apprentissage réellement lourd derrière. Et on arrive derrière à un usage massif qui n'est finalement non technologique. Et derrière, il y a une émergence de finalement comment savoir parler à cet ordinateur que certains ne considèrent même plus comme un ordinateur, avec une standardisation de prompt. Un prompt, c'est une manière de lui parler. Voilà. Donc, toute cette barrière d'entrée, en fait, est baissée au minimum. Parce que, c'est gratuit. Ouais, il y a des modèles qui sont gratuits complètement aussi. Donc, la barrière d'entrée, elle est minimum. Là, je voudrais juste alerter sur le modèle de la gratuité. S'il est gratuit, c'est pas pour rien. C'est que, en général, on a une chose à dire, c'est si c'est gratuit, c'est vous qui êtes le produit. Bah, c'est que si c'est gratuit, c'est que le modèle lui-même a besoin d'apprendre de ses propres des données que vous lui envoyez finalement, de comment vous l'utilisez. Tout ça, ils se nourrissent de vous quelque part, de ce que vous pouvez lui apporter. Puis il y a l'accès aussi, surtout à un élément qui est central, qui est au mobile.
Voilà, je vois, dans le monde, pas tout le monde est équipé d'un PC. Énormément 97% des personnes dans le monde sont équipées d'un mobile. Donc, c'est très simple finalement à l'usager, à l'individu, au citoyen. Voilà, et je reviens encore sur cette notion aussi très simple de langage naturel et de cet effet qu'il y a derrière. Après, on a tous testé, hein, la première fois, je ne sais pas si les gens se souviennent, voilà, cet effet un peu waouh, quoi, où finalement, pour écrire un mail qu'on écrivait peut-être en 1 minute, et ben là, ou en 2 minutes, là, tout de suite, il nous le sortait, quoi. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu, il est là aussi. Euh, on peut se dire que pour ceux qui codent, par exemple, l'enjeu, ce n'est plus de savoir qui sait coder, mais qui sait formuler et vérifier. Alors coder, mais même peu importe faire une action, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'on parle non plus de je sais faire, mais comment je formule et comment je vérifie derrière. Alors là, c'est vrai, mais pas tant que ça, quoi. Parce que je peux vous assurer que quand on arrive dans un certain niveau d'expertise, eh ben, il faut savoir coder pour pouvoir réellement vérifier, comprenez bien. Moi, dans mon propre sujet, ben, quand je lance le modèle de langage qui arrive, certes, il me dira des choses très bien, il est nourri par mes propres données, par un ensemble de modèles, mais il faut que je vérifie derrière. Et donc, je passe un temps considérable aussi à vérifier les sources. Et donc, j'ai une translation entre la production et la vérification qui a été un peu changée. Bon, les usages, eh ben, ils sont évidemment hein, l'édition, l'écriture, la recherche hein, qui est de plus en plus important. Hein. Il y a une partie de la recherche qui était axée sur Google, qui est maintenant plus en plus orientée vers ces nouveaux modèles de langage. Et donc, il y a un enjeu de captation finalement globale de la population à aller sur sa propre plateforme. Et ça, je ne vais pas parler de cet enjeu-là complètement parce que c'est des enjeux stratégiques, mais très importants, qui est si je capte l'usager, si je capte le citoyen captif dans mon univers, derrière, ben, c'est qui capte ça? C'est des grandes sociétés américaines. Et derrière, il y a toute une réflexion à avoir, mais qui ne sera pas le propos aussi de, de cet exposé. Je vous invite à vraiment à aller faire des recherches sur ce sujet. Alors, sur l'impact visible sur les pratiques, ce qu'on peut voir globalement, rapidement aujourd'hui, parce que ce n'est pas encore le cœur de la représentation, c'est que globalement, moi qui ai des étudiants, quand on reçoit des exposés qu'on ne demande plus ou qu'on voit dans le milieu, l'orthographe, la construction deviennent un peu standards. Hein. Aujourd'hui, on va même jusqu'à rechercher les fautes d'orthographe en se disant que, ouf, il y a une faute d'orthographe. Donc, on a finalement un minimal de livrable globalement qui est de plus haute qualité, certes, hein, parce qu'il est structuré, mais finalement une standardisation qui est beaucoup plus, beaucoup plus importante et là qui devient inquiétant, quoi. Voilà, je vous parlais aussi des tâches qui sont réorchestrées à l'intérieur de tout ça. Et là, il y a un changement de positionnement dans l'organisation du fait d'une réorganisation des tâches qu'on va évoquer un peu plus tard. Il y a un effet aussi sur la formation, hein, où l'IA est un tuteur ou pas. Là, c'est un autre élément. Alors, il y a des freins énormes hein, qui sont des warnings que je voudrais donner. C'est l'exactitude. L'IA hallucine. Alors on pourrait se dire, mais oui, mais l'humain aussi, il hallucine. Ce qui est inquiétant aussi, parce que nous aussi, on se trompe. Pourquoi l'IA ne se tromperait pas quelque part? Oui, elle est basée sur notre propre idiotie, mais pas que. C'est-à-dire, quelquefois, elle va complètement délirer, c'est-à-dire faire des liens entre différentes notions qui n'ont pas à faire des liens, vous donner des faux rapports,
Je donne un exemple. J'étais là, je posais une question et elle me répond, ah ouais, voilà, il y a tel type de chercheuse qui a écrit un article sur tel ou tel domaine. Je dis, parfait, c'est exactement ce que je cherche. Est-ce que tu peux me donner la référence? Il me dit, bah voilà le nom de la référence, le nom de l'édition, une petite synthèse de 3 de 4 lignes, fait sous très académiquement ce qu'on appelle sous référence à pas, donc vraiment bien fait, vraiment structuré. Moi, en tant que chercheur, je pourrais complètement m'y méprendre. Et du coup, je vais sur LinkedIn et je lui envoie un petit post en lui disant, écoute, je trouve pas dans le corpus mais ton article sur un tel, est-ce que tu veux pas me le passer? Et là, elle me répond, bah ouais, j'aurais bien voulu écrire un article là-dessus, mais j'en ai jamais écrit un. Voilà, mais pour vous donner à quel point, et là, ça m'a pris grosso modo pour faire euh, cette recherche au moins 1 heure, parce que je n'arrivais pas à trouver cet article, hein, pour après la joindre, etc. Donc, j'ai perdu 2 heures hein, sur une fausse information qui m'avait balancé. Euh, donc, voilà, il faut vraiment faire attention de ces sources et être plus dans une posture, et là, c'est ce qui est important, hein, c'est que par essence, il ne faut pas lui faire confiance. Si on arrive dans cette posture, bah oui, il sait, donc, très bien, il sait. Eh bien, pas posture, il faut dire non, il se trompe, donc je dois vérifier ses sources. Deuxième élément de warning, et ça, c'est la confidentialité. Voilà, il faut avoir une politique de data claire, quoi. Euh, voilà, on n'injecte pas des données confidentielles dans le modèle, ça je veux le rappeler 1000 fois, mais j'en ai trop vu, même au sein des administrations, qui injectaient par facilité des données confidentielles, même d'usagers. Donc voilà, je sais que ça fait gagner 1000 fois de temps, etc., mais c'est des gros warnings que je rappelais. Troisième élément, c'est les biais. Et ça, on va en reparler plus tard. Il faut de la relecture humaine et diversifier les sources. Et le troisième et le quatrième élément aussi important, c'est il faut garder ses prompts. Euh, voilà. C'est-à-dire qu'il y a un moment, savoir quel prompt a donné quel résultat. C'est juridiquement important pour différents éléments et c'est la traçabilité sur la conformité. Voilà. Et ça, on oublie souvent ça. Ah, j'ai obtenu cette information, mais comment tu l'as obtenue et c'est quoi le circuit de cette information? Euh, alors, adoption rapide, un immense oui, évidemment, nul ne peut. Mais il faut vraiment adopter derrière aussi des règles d'hygiène importantes, simples, mais qu'il faut qu'elles soient claires. Je rappelle juste pour l'accès des prompts, donc quel langage de communication, c'est souvent les gens balancent une question et puis une réponse, mais c'est souvent un élément itératif, ce qui indique une espèce de posture d'itérativité, de re-questionnement. Et finalement, dans cette notion, on se repositionne différent. On n'est pas aujourd'hui. Avant, on attendait une réponse. Aujourd'hui, la réponse, on voit qu'elle est simple quelque part, même si elle a re-questionné. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est pas la réponse, c'est la question. Comment on questionne le modèle, comment on se re-questionne. Et on peut voir tout ça, que ça a vraiment aussi l'influence sur la transformation des organisations dans le public. C'est que quand je vois le nombre de commandes qui sont faites et qui finalement, dont la question est souvent mal posée, se reposer la question est fondamental. Et ça induit un nouveau positionnement face à cet outil qui n'est plus forcément une réponse, mais comment on pose une question. Et ça, c'est vraiment intéressant dans ces éléments-là. Alors, donc, mais dans la réalité, ok, je suis toujours ça même ça, mais je sais pas, euh, dans la réalité, dans le concret. Dans le concret, ben, 70% de l'interaction de l'IA, elle est perso. Voilà, personnelle, et que 30% c'est dans le travail. Ça, c'est la réalité. La réalité aussi, c'est que 32% des PME et des ETI qui utilisent l'IA. La réalité, c'est que 33% des entreprises de plus de 250 qui utilisent l'IA.
La réalité aussi, et c'est là qu'on voit qu'on pourrait se dire, mais le secteur public est en retard. Bah non, pas tant que ça. Et pour naviguer dans le privé, dans le public et dans les startups, bah la question, elle a été prise étonnamment bien en avant parce que les enjeux, ils sont sociétaux et qu'elle a su très bien s'en saisir. Et ça, et pas du tout être à la ramasse comme certains pourraient le penser. Il y a 36% des collectivités qui déclarent avoir mis et placé un test et un système d'IA mi-2025. Alors là, c'est vrai, c'est des tests, et pour les avoir suivis pour certains, on est vraiment dans du test de test, quoi. Demain, ils indiquaient que dans les 12 mois, il y en aura 51% qui ont prévu un projet lié à l'IA. Donc, voilà, entre le discours qu'on entend et la réalité de terrain, il y a un écart massif aussi. Et ça, je voudrais le souligner. Dans le public, aujourd'hui, on est sauf sur des modèles d'IA, mais là, on ne va pas en parler, qui est sur de la data dans la Smart City, etc. Mais sur le LM, on est vraiment à des étapes embryonnaires. Mais c'est un peu normal. L'État ou les collectivités, c'est un peu comme des grands paquebots. À un moment, pour pouvoir orienter, la décision doit être prise en amont avec des conséquences qui sont bien au-delà d'une petite start-up dans son petit coin qui finalement peut pivoter très rapidement. Donc, il est évident que ces enjeux sont pris très au sérieux aujourd'hui et sont âprement réfléchis. Donc, ce qui est, je veux revenir aussi sur ce qui est étonnant aussi, c'est les 30% à des fins personnelles et 30% à des fins de travail. Est-ce que là, on s'aperçoit que aussi un autre élément qui a vraiment changé et qui montre en profondeur que ça s'est diffusé, c'était qu'en janvier 2024, il y avait que 37% qui finalement qui portait un. Bon, je vais reprendre. En fait, c'est une étude qui a été faite par Dominique Demingue d'Harvard sur un ensemble sur toutes les discussions qu'il y a eu avec ChatGPT. Il y a eu 1,5 million de conversations qui ont été retracées, qui ont retracé l'évolution des utilisateurs de ChatGPT. Bien sûr, ça a été anonymisé, cette étude. Et, sur ces conversations, 37% qui portaient un prénom typiquement féminin en janvier 2004. En juillet 2025, ils sont 52%. Donc ça, c'est intéressant. Comme élan, on voit que finalement, aujourd'hui, ChatGPT n'est plus au niveau des premiers adopteurs, plutôt techno, barbus, avec, voilà, qui adoptent la tech, mais on est vraiment sur un usage tout à chaque. Les modes d'utilisation, voilà. Alors, c'est souvent des demandes qui peuvent faire s'exprimer. Voilà. On préfère plutôt on demande, plutôt on fait. On va aller sur un truc, je vois que je suis bien à la bourse sur les trucs, mais j'ai essayé de rapporter tout ça. Mais ce qu'il faut, c'est bien comprendre que l'usage est critique et il fallait bien décortiquer cet usage pour comprendre. À un moment, ce qu'on a complètement oublié aussi, c'est que derrière, OK, il y a des enjeux stratégiques, mais il y a aussi des enjeux de dépendance cognitive importante. Je parlais de... alors, c'est quoi une dépendance cognitive? Je parlais de chatbots qui échangent, etc., les uns avec les autres. Et bien, finalement, aujourd'hui, certains, et de plus en plus, prennent l'ordinateur pour un humain. C'est l'effet d'anthropomorphie. Et là, il y a un vrai souci qui arrive. Il y a vraiment un vrai problème de ce côté-là. Au-delà de tous ces éléments-là, et je voudrais vraiment... c'est un effet qui est expérimenté dès les années 60, en fait. C'est l'effet ELISA, où on demandait à quelqu'un qui était assis sur un canapé
voilà, où il y avait un ordinateur et c'était l'ordinateur qui reformulait, comme un psychanalyste, qui reformulait euh, son propos sous forme de questions. On a vu qu'il se créait une affinité. Et ça, on est naturellement tourné vers ce moment-là. Et là, ça devient vraiment d'enjeu. Donc, il y a un warning de ce côté-là que je voudrais indiquer. Alors, après, il y a l'élément, c'est le coût cognitif du changement. Et le cerveau, est-ce qu'il est sous pression? Parce que bon, on a l'impression que finalement, comme c'est l'ordinateur qui traite l'information, ce que nous, au niveau du cerveau, ben, on ne laguerait pas moins. Donc, est-ce que le cerveau est sous pression? Alors, un peu, il y a un moment, ce que je voudrais faire comprendre, c'est que l'objectif du cerveau, c'est finalement, c'est d'économiser de l'énergie. Son objectif même du cerveau, il est là pour euh, s'économiser. C'est pas, on n'est pas du tout dans la tradition de se dire, bon, bah, c'est pas une tradition, c'est comme un mythe complètement, on n'utiliserait que 10%, 20% du cerveau. L'objectif du cerveau, c'est de dire, je vais survivre. Donc finalement, quand ils traitent l'information, ben, ils vont en éliminer une certaine partie parce que trop d'informations, ça lui pose trop d'énergie. Et son mode, c'est se dire, je m'économise. Le cerveau est par essence un gros feignant. Et si ça, on part de cette chose-là, on comprend un peu mieux la transformation des organisations. Arriver à changer les choses, eh ben, c'est finalement pour le cerveau compliqué. Parce que finalement, le cerveau, il préfère ce qui est routinier, ce qui est automatisé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez jeune, vous avez commencé à la conduite, ça dit, bon, bah, au début, c'était relativement compliqué les premiers cours, parce que justement, vous exploriez de nouveaux chemins. Et puis maintenant, bah, vous êtes là, vous conduisez, vous parlez avec une amie, c'est deux trucs à la fois. Et ben, la transformation d'une organisation, elle est un peu comme ça. Quand vous demandez un changement, le cerveau, par essence, dit non parce que vous lui demandez d'emprunter un autre chemin. Et c'est fondamentalement important de se dire, bon, bah, je comprends quand ton manager, j'ai une autre position, bah là, ton cerveau, je lui demande plus d'efforts, entre guillemets. Donc, comment je t'accompagne, finalement, à utiliser un autre chemin? Euh, voilà, parce que, comme je dis, changer, c'est vraiment créer de ces nouveaux chemins. Et pas tout le monde est à l'aise avec ça. Et donc la résistance inhérente, c'est finalement de résister. Et là, il y a une belle expérience qui est faite par rapport à ça. Réfléchir, c'est un coup. Je vois que j'avais fait une belle faute à exercice, mais bon, peu importe. Et ben, on a demandé à des étudiants, académiques, hein, soit de faire la suite d'exercices en haut, là, cliquez sur la suite, comme vous pouvez voir là, quelle est la suite de ce modèle-là, ou soit d'être brûlé. Voilà, sympa, on a différents types de brûlures. Brûlure 1, brûlure 2, brûlure 3, brûlure 4, plus ou moins intensément. Ouais, ok, donc à votre avis, qu'est-ce qu'ils ont choisi? Ouais, on pourrait se demander. Eh bien, pour la brûlure 1, il y a entre 80 et 90% de gens qui préfèrent être un peu brûlés plutôt que de faire un exercice cognitif. Et pour les brûlures fortes, qui ont été évidemment calculées, enfin, chacun ressent plus ou moins la douleur, et avant, ils ont fait, ils ont fait cette expérience-là Voilà. Alors là, la dernière expérience, c'est, allez, globalement, si je me souviens bien, ouais, c'est 20 secondes environ à 50 degrés, quoi. Entre 50 et 60. Donc, c'est une vraie force de brûlure. Ben, il y en a quand même 30% qui préféraient être fortement brûlés que de résoudre un, un- un espace cognitif. Donc, voilà, en tant que manager, il faut bien comprendre quand vous demandez un effort, par essence, on préfère être brûlé. Donc, comment on accompagne euh, au mieux son à adopter. Alors là, je n'ai pas le temps, donc je vais passer sur cet élément. Mais alors, pourquoi cette résistance, elle émerge?
Euh, Parce que changer, c'est un effort. C'est en plus de l'incertitude, hein. C'est compliqué, l'incertitude à gérer. Et c'est une perte potentielle, finalement. Quelque part, j'ai changé, j'ai perdu quand même. Et ce cocktail-là, ça indique, ça active plusieurs biais cognitifs, hyper importants. Et pourquoi un biais cognitif, ça émerge? Tout simplement, le cerveau, il préfère, au lieu de, comme je l'ai dit, de faire un effort, entre guillemets, il préfère d'aller trouver finalement des solutions toutes faites. Donc, c'est des biais, des systèmes qu'on a automatisés en interne qui finalement vont fausser notre jugement. Donc là, voilà un peu, voilà, je ne sais pas vous les dire, mais voilà tous les biais cognitifs. Bon, je ne vais pas tous les sortir, mais là, il y aurait vraiment un élément sur tel biais cognitif à tel endroit pour tel système donné, mais ce n'est pas l'élément. Et, euh, et on voit un peu la surcharge d'ailleurs, et après, on va vous asseoir sur le banc et et on va prendre un peu le temps de dessiner le changement. Et après, je vais vous parler, la première partie, qui est justement un des moments d'amortisseur d'aller à l'encontre de tout ça. C'est ce qu'on appelle des compétences qui sont des compétences soft skills, c'est-à-dire que vous avez deux typologies de compétences. Vous avez des compétences métiers, qui sont ce qu'on appelle des hard skills, et des compétences soft skills, qui sont des compétences qui sont donc non liées à un métier. Euh, Là, il y a toute une doctrine autour de ces éléments-là. Je ne vais pas m'embarquer dedans, mais globalement, voilà un peu la définition de cette. Donc, en quoi les compétences, ces compétences sont au cœur des stratégies de transformation? Là, on va plonger. Là, on a encore 10-15 minutes, j'espère, hein, un peu plus. Allez, je peux tenter 5 minutes de plus? Allez, Allez. c'est possible. Souvent, l'innovation ou la transformation, elle est vue sous forme de process, hein. Même l'IA, on comprend tout ça, mais on oublie un truc qui est un élément central qui est quand même les hommes et les femmes qui sont à la manœuvre. Et finalement, il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur les process, mais peu sur les hommes et les femmes, l'individu. Donc là, l'idée de ces recherches-là, c'était 6 années au sein de France Stratégie, c'était de se dire, OK, on a beaucoup de données sur les process qu'il faudrait faire, mais peu de données sur finalement, est-ce qu'on forme bien nos jeunes ou tout au long de la vie? Est-ce qu'on donne les bonnes compétences? Est-ce qu'on forme bien? Voilà. Donc la recherche, c'est quelles compétences il faut donner, outiller nos jeunes et nos moins jeunes tout au long de la vie pour innover et transformer les organisations. Au départ, je n'étais pas du tout un chercheur sur les soft skills. Moi, ce qui m'intéressait, c'est ma première question de recherche, les, c'était sur les innovateurs et plus qu'on est-ce qu'ils n'avaient pas un processus cognitif différencié. Donc même le mot soft skill ne me parlait pas. Et au fur et à mesure des recherches, ça m'a parlé. Et c'est là. Alors, ce qui est, dans le rapport, il y a un truc il est de mai de 2020, donc avant que ChatGPT sorte. Et on avait cette recommandation 2 qui était importante, qui était alors même que l'humain et ses compétences techniques sont désormais en concurrence avec les IA, les intelligences artificielles, c'est un point majeur. Et les soft skills sont à positionner comme des compléments déterminants par rapport à l'essor des IA. Aussi, l'approche par les soft skills apparaît donc plus que jamais centrale dans l'apport de valeur, dans l'intérêt des salariés et des organisations à manager l'incertitude et à innover. Donc, tout ça pour vous dire qu'au-delà, même avant que ChatGPT sorte, c'était vraiment l'IA, on l'avait bien positionné sur ces enjeux contemporains. Et qu'on ne peut pas dire que quelque part, c'est complètement nouveau et qu'on débarque. Donc, bon là, je passe, je vous propose,
cette étude, rapidement, d'où elle vient, donc 6 années de recherche, il y a eu 126 entretiens. Après les 126 entretiens qui ont duré 1 heure et demie, il y a eu 269 tests pendant 1 heure et demie, ce qu'ils appellent l'Innovation Profiler, où on a testé d'une manière très fine quelles compétences pouvaient être apportées à cette capacité à innover et à transformer. Et derrière, il y a eu donc ce rapport de France Stratégie que je vous repasserai, qui est là. Et ce qui m'intéresse derrière, ce n'est pas l'innovateur finalement. L'innovateur est intéressant en soi, et je remercie le CNFPT de le remettre au devant de la scène, voilà, à Nancy, où l'innovateur public est un enjeu majeur. Mais au-delà même, ce qu'il a d'important, l'innovateur, c'est qu'il sait gérer quelque chose qui est fondamental, c'est l'incertitude. Voilà, parce que par essence, l'innovation est incertaine, la transformation est incertaine, et cette compétence de savoir gérer cette incertitude et d'y faire face est hyper important dans ce monde où on est particulièrement en incertitude. Donc on parle d'un monde VUCA ou banni, là je ne vais pas encore m'étendre, mais c'est au-delà ce qui m'a intéressé dans l'innovateur, et derrière que je reprends sur l'ensemble du management dans le secteur public, c'est que c'est cette gestion de l'incertitude qui est fondamentale. Donc, quelles sont ces compétences finalement on va devoir développer? Alors, juste pour rapidement, là, c'est que quand on a demandé aux innovateurs quelles étaient les compétences qui primaient, ben, on a vu que 65% c'était des soft skills et que 12% c'était des processus de compétences métiers. Et c'est là qu'on s'est interrogé sur finalement aujourd'hui la manière dont on apprend auprès de nos jeunes et tout au long de la vie. Donc, comme quoi les soft skills sont un élément déterminant. Et là, je vais y venir. Donc, sur les soft skills, sur le modèle, on a 4 entrées. En fait, la manière cognitive, la capacité à traiter l'information. Le cognitif, c'est cette mise en œuvre qui est hyper important. C'est OK, je traite l'information, comment je la mets en œuvre. Mais derrière, tous les aspects décisionnels qui sont en fait sur les éléments de capacité à utiliser ces émotions qui est déterminante. Et ça, je n'aurai pas le temps de l'exposer, mais c'est bien dommage. Et ces 3 éléments-là, donc l'individu, ils sont reliés au groupe par des éléments qui sont relationnels. Donc, il y a les capacités à traiter l'information, à faire, cognitive, à passer à l'action, cognitive, émotionnelle et relationnelle. Et tout ça, derrière, ce qui est hyper important de signifier, c'est qu'il y a aussi l'environnement. L'environnement est soutenant pour ces compétences. C'est-à-dire, ce n'est pas des compétences qui sont liées uniquement à un individu, ok, c'est l'individu dans un environnement. Comment l'environnement peut soutenir ses compétences ou pas. Donc, on va essayer d'explorer un peu plus ça en détail dans les 10 minutes qui suivent pour essayer de comprendre un peu mieux ces mécanismes-là. Voilà. Donc, sur les compétences cognitives, je vous rassure, je ne vais pas vous tous les faire parce qu'on n'aurait pas le temps. En général, c'est plusieurs. Et puis, il faut le vivre, en fait, ces compétences. Il faut les explorer. C'est-à-dire que, je vous les dire, mais il faut les comprendre. Alors, il y a ce qu'on appelle la pensée divergente. C'est cette capacité, justement, qu'on est là, à diverger, à aller dans différents endroits, à comprendre l'information, à aller piocher à droite, à gauche. Voilà, ça, c'est ce que tous les innovateurs, tous ceux qui sont dans la transformation le savent. On va à la recherche d'informations, d'expériences. On va s'ouvrir au monde. Après, c'est bien de s'ouvrir, mais après, il faut converger, c'est-à-dire aller vers un endroit, vers un endroit. Je rappelle, c'est un peu comme les réunions, vous savez, quelquefois, vous n'avez que des convergents, vous avez Povidel à la sortie de les réunions, et quelquefois, c'est que des divergents, il y a 36 000 idées, mais il n'y a rien de concret, quoi. Donc, c'est savoir ventiler cette différence entre divergence et convergence. C'est comme un espèce de muscle respiratoire. Et ça, c'est intéressant de le travailler, de le comprendre et de le mettre en œuvre. Il y a la flexibilité mentale, c'est cette capacité à dire, bon, il y a une nouvelle information arrive, je change. Il y a des gens qui vont dire, non, mais ça a été décidé comme ça. Mais oui, mais là, il y a un changement de cadre, de trucs, mais ça a été décidé comme ça. Non, il faut savoir que il y a des éléments qui changent, donc il va y avoir des modifications au fur et à mesure. Et c'est là aussi l'axe d'expérimenter,
de transformer, il est aussi dans ce processus continu de changement qu'il faut documenter d'ailleurs. Il y a la pensée logique, mais là, je vais pas qui est une certaine forme de pensée logique, et la pensée rationnelle qui sont un élément très important dans le sens où il y a un moment, il faut savoir expliquer les choses d'une manière rationnellement, se défendre sur ce qu'on a, sur nos différentes approches. Donc, la pensée rationnelle est très importante. C'est aussi un des éléments des 7 soft skills pivots qu'on a vus. Après, on va aller sur la mise en œuvre. La mise en œuvre, c'est, allez, on y va, la capacité à passer à l'action. Parce qu'on n'est pas que dans la pensée, il faut. Donc, l'extraversion, c'est pas je suis extraverti, c'est la capacité à justement donner ses émotions qui est importante dans ce cas-là, donc faire du lien avec les autres aussi. Il y a une autre où je vais m'arrêter 1 minute, un peu plus, il faudrait plus, mais bon, c'est la tolérance à l'ambiguïté. Voilà, il faut connaître sa propre tolérance à l'ambiguïté. L'ambiguïté, c'est quoi? C'est une information qui est floue ou contradictoire. Il y a des gens qui ont une faible tolérance à l'ambiguïté. On est dans un monde de plus en plus ambigu. Il faut savoir. Voilà, comment on gère ça. Voilà. En général, ça, on mesure, plus le niveau de management est élevé, plus la tolérance à l'ambiguïté est souvent élevée. Et c'est là-dessus qu'il y a des conflits énormes qui se font. Et j'attire votre attention que, voilà, là, c'est un peu comme un ordinateur. Finalement, on va lui envoyer des éléments contradictoires et à un moment, le cerveau va bugger. Peu de tolérance à l'ambiguïté. Voilà. Et en tant que manager, un des éléments essentiels et sains, c'est justement de réduire l'ambiguïté auprès de ses équipes. Conciliation, ça, je sais pas, la persévérance, hyper important, va être la motivation. La motivation, elle va évidemment dans le creux, elle n'est jamais fixe. Il y a des moments où on est plus ou moins motivé, mais la persévérance, c'est l'envie d'aller, quoi qu'il en soit, même si je ne suis pas motivé, je ne veux rien lâcher. L'ouverture à la nouveauté, la prise de risque, la pensée intuitive. Alors, la pensée intuitive, c'est pas au petit doigt levé. On a vu que dans des solutions de risque, c'était très important. C'est la capacité d'aller piocher dans le réservoir de ces expériences du passé. Et derrière, d'en tirer de leçons. Et derrière, on va décider plus rapidement. Et je voudrais aller sur les éléments d'empathie aussi, qui sont extrêmement importants. Trop peu, voilà, c'est pas assez valorisé d'une manière sérieusement aujourd'hui dans nos organisations. Alors que c'est extrêmement important. Il y a 2 empathies. Il y a l'empathie cognitive et l'empathie affective. L'empathie affective, c'est je ressens les émotions des autres, pour ceux qui comprennent. Là, c'est un merveilleux terrain parce qu'il y a une somme d'informations qui sont générées. C'est des gens qui, en général, on pointe sur des signaux faibles. C'est des très bons indicateurs. Et le seul problème, c'est que ça, étant donné qu'il y a plein d'informations, ça puise énormément en termes d'énergie. Et donc, ça fait qu'il y a des coups de barre par moment, mais bon. L'empathie cognitive, ça, c'est un des 7 éléments pivots qu'on voit, c'est je comprends ton besoin. Voilà, comprendre le besoin de l'autre, comprendre le besoin de l'usager, passe par cette empathie cognitive. Donc, on voit que l'empathie est vraiment une posture d'écoute, mais d'attention à l'autre qui est fondamentale aujourd'hui. Le design, tout ce qui est design de service, design des usagers, est foncièrement positionné sur l'empathie aussi, avec différentes méthodes. Et on voit qu'il y a aussi des méthodes d'itération qu'on retrouve, donc, qui demandent de la flexibilité mentale. Donc, on est là, après, ces 3 éléments-là vont influer évidemment sur les capacités relationnelles qui sont hyper importantes parce que tout projet d'innovation, de transformation, de n'importe quoi, ne se décide jamais seul. C'est une équipe qu'on engage, c'est ensemble qu'on est. Donc, c'est des capacités qui sont fondamentales, voilà, essentielles, et elles viennent du cognitif, du conatif et de l'émotionnel. Et après, il y a tout ce qui est environnement. Comment on soutient ça? Parce que si moi, demain, je vous mets dans un placard, je verrai s'effondrer ces différentes dynamiques. Voilà, donc comment l'organisation fait pour soutenir ces compétences. Et là, il y a différents éléments à bien noter. Je ne vais pas m'étendre juste sur eux. C'est la cohésion d'équipe, la coordination d'équipe, la collaboration d'équipe,
la cohésion inter-équipe, parce qu'on travaille en inter-équipe, la perception de l'organisation du travail et l'autonomie dans l'organisation. Ça, c'est un élément essentiel. Si ça, cet élément, il en donne et que la tolérance à ambiguïté en donne, je peux vous assurer qu'en 3 mois, la situation, elle explose. Le soutien de l'équipe au changement et le soutien de l'organisation au changement. Donc ça, tous ces éléments-là, c'est des perceptions qu'il faut recueillir et qui sont fondamentales comme indicateurs pour pouvoir maintenir ces compétences, parce que c'est ensemble qu'on transforme les choses. Et vous imaginez qu'avec l'IA qui arrive en transformation profonde des changements de rôle et des situations, bah, ces compétences-là, on doit outiller l'ensemble des agents à développer ces compétences-là, parce que sinon on n'y arrivera pas. Et sur ce qu'on a mis en place sur des années où on a fait des choses relativement lourdes, on a vu à quel point ça avait servi aux individus, à l'équipe et à l'organisation. Parce qu'il y a 3 éléments qui sont importants souvent quand une transformation elle dysfonctionne, c'est quand la perception, ça je veux bien dire que c'est une perception, il faut analyser les perceptions des gens. L'autre, il ressent quelque chose. C'est pas, t'as pas raison ou t'as tort, c'est ok, ce que tu ressens, je le recueille parce que c'est ta vérité, elle est importante aussi. C'est-à-dire, c'est les compétences de l'individu, donc voilà, les compétences du collectif, donc du groupe, et les compétences de l'organisation. Et souvent, là, quand ça pète, c'est qu'il y a tout ça, les perceptions ne sont pas du tout alignées. Donc, tout le travail d'une transformation, il est à travers les compétences, c'est d'aligner ces 3 éléments-là. À la fois l'organisation, les compétences de l'un, à la fois l'individu et le groupe. Mais pas uniquement les compétences du collectif et de l'organisation, puisque l'individu se dit, si je suis ignoré en tant qu'individu, qu'est-ce que je donne? Moi, je donne mon temps. Plus, il faut bien noter que dans le service public, il y a une spécificité fondamentale, c'est qu'il y a une recherche de sens beaucoup plus profonde dans le privé. Et donc, l'individu, la notion de sens, elle est très importante. Surtout qu'on a mesuré les différents éléments. Moi, je vous montrerai peut-être un peu plus tard si je n'ai pas le temps, mais on a des empathies cognitives affectives un peu supérieures, même nettement supérieures que dans le privé, parce qu'il y a cette recherche de sens et d'intérêt général. Donc voilà, tout le travail est de raligner ces éléments-là et pour une action de transformation réussie et de travailler à l'alignement de ces 3 enjeux-là. Voilà, alors juste pour vous montrer, là, c'est juste pour cognitivement vous assommer à la fin, là. C'est pour vous montrer voilà, que tout ça, c'est pas isolé dans son petit terreau. Voilà. Tout ça, c'est l'empathie. Elle joue sur la communication, elle joue sur la motivation intrinsèque, elle joue sur la pensée relationnelle, qui joue sur la collaboration. Voilà. Tout ça, c'est les liens. Et vous voyez qu'il y a 7 éléments centraux qui sont l'empathie cognitive, la communication, la collaboration, euh, la persévérance. Voilà, tout ça est en lien avec les autres, c'est une dynamique. Et quand vous cassez un élément, eh ben, d'autres aussi s'éteignent. Donc tout ça, il ne faut pas le voir comme monologue, comme des trucs un peu statiques, mais c'est dynamique et interrelié. Voilà, il y a juste, vous voyez, la pensée logique qu'on valorise énormément, là, eh ben, elle est reliée à rien. Ça nous a très étonnés. Et tout simplement, là, c'est une analyse statistique, hein. C'est des corrélations. Donc, il n'y a aucune corrélation. Donc, ça nous a quand même assez étonnés. Voilà, après, moi, allez, changeons d'univers. Alors, si vous voulez voir les différences entre le privé et le public, ça, je pourrais vous les montrer tout à l'heure. Changement d'univers, qu'est-ce qui pourrait être inspirant sur la transfo, l'IA, etc. Là, il y a le livre que je suis en train de lire en ce moment, d'Éric Satin, de l'échappée. J'ai bien aimé le titre, puis Éric Sadin, il s'est quand même... bah, voilà, il n'est pas arrivé sur l'IA. Quand l'IA est arrivé, bien en amont, il y a pensé. Et, et puis j'ai adoré le titre, hein. Le désert de nous-mêmes. Il y avait plein de choses à rechercher dans le désert de nous-mêmes. Le deuxième livre que je voulais vous conseiller, alors, bon, c'est des amis avec lesquels je fais des recherches, mais ce n'est pas pour ça. Vraiment,
L'organocène. Cet été, c'est le livre que j'ai le plus stabilo-bossé depuis mes 5 dernières années, quoi. Ah, j'arrêtais pas de le stabilo-bosser. C'est sur le changement dans les sociétés surorganisées. Donc, on est sur évidemment de la transformation publique. Très intéressant. Un peu académique comme truc, mais vraiment intéressant. Et après, bon, pour vous libérer, je pense qu'il faut le revoir, hein, parce qu'il est plein de poésie, plein de regards sur le monde. C'est l'Odyssée de l'espace. Franchement, honnêtement, il faut se poser un moment et se dire, il faut le revoir aujourd'hui à l'aube de ce qu'on vit aujourd'hui. Parce qu'on l'a tous vu quelque part, mais on s'en souvient au passé. Et c'est bien quelquefois que le passé, on s'en souvienne au présent. Il y a Blade Runner aussi que j'adore. Il y a une poésie fantastique à la fin sur qu'est-ce qu'être humain. Et puis il y a un autre truc, là c'est très perso, mais je voudrais mettre un petit éclairage là-dessus. C'est les podcasts. Alors avec podcast, oui, c'est une autre façon de découvrir, de se renseigner, d'éléments. C'est un podcast qui s'appelle Tech Café, et qui est animé par Guillaume Vendée et Guillaume Podjas-Palace. Je ne sais pas si j'arriverai très bien à prononcer. Bon, c'est les deux Guillaume, on les appelle. Sur l'IA, franchement, ils sont pointus. Franchement, c'est pas à 2 balles, loin de là. Ils sont très pointus sur le sujet. Et quand on s'intéresse à l'IA, d'une manière un peu pointue et sérieuse sur c'est quoi la tech derrière, etc., vraiment, c'est un très très bon podcast de ce côté-là. Et après, bon, bah, j'hésite à. Mais pour ceux qui veulent vraiment aller au fond des choses sur les soft skills, bah, je vous conseille pas que le rapport, hein, mais vraiment l'étude qui fait 159 pages là, mais ça, c'est les soft skills liés à l'innovation, à la transformation des organisations, comment agir dans l'incertitude. Et donc là, c'est sur le site du Haut Commissariat à la stratégie et au plan, donc qui est complètement libre de droit et d'utilisation. Je suis désolé d'avoir un peu débordé et je vous dis un grand merci. J'espère pas avoir été trop long et de vous avoir un peu apporté de la valeur à tout ça. Et j'attends vos questions. Il Voilà. y a quelques questions. Merci beaucoup, Brieux, pour ces propos. Donc, pas de souci, hein, pour quelques minutes. On a 1 heure et demie en tout, donc voilà, on n'est pas stressé. Il ne faut pas se placer dans cette position-là, en tout cas. Pas de souci là-dessus. Alors, il y a quelques questions qui ont été posées. Alors, elles sont très variables. Donc, il y a des questions très techniques. Alors, je ne sais pas si, parce que là, On y le va. point de vue, c'est vraiment d'aller aussi sur voilà, les compétences qu'il faut développer par rapport à l'IA, hein, comme tu l'as montré. Mais il y a des. Alors, je vais commencer par le commencement. Je suis assez chronologique comme garçon, mais première question qui était une question de Julien. Donc, en fait, on a des usages beaucoup personnels de l'IA et on veut sanctuariser un peu, sécuriser les données. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que le rendre souveraine ces données par une implantation de serveurs, par exemple, dans les collectivités, est-ce que c'est possible? Est-ce que la puissance de calcul exigée n'est pas trop importante pour qu'on puisse avoir nos propres Alors serveurs? ça, C'est ça la c'est une question. super bonne question. Et j'aime bien, hein, alors juste, moi, mon usage de l'IA, il est un peu hardcore, c'est-à-dire que moi, je suis branché sur des API, je programme, j'éduque, entre guillemets, des IA pour mon propre, pour la propre, pour l'Institut, c'est fondamental quand on fait la recherche sur des grandes données. Donc, euh, c'est, on s'en fait tout un monde de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a une décision stratégique qu'il faut prendre, c'est de dire, OK, les données d'entrée, si on les confie à Azure, Microsoft, on les confie à Azure, Microsoft, mais il faut le savoir, quoi. Alors, il faut savoir qu'on les confie à ces gens-là, OK? Ça, c'est un truc, et qui vont vous garantir que c'est hyper confidentiel, que ceci, que cela, et ça. Mais après, la deuxième question, c'est comment on en ressort, comment on n'est pas esclave. Et la question finalement de la liberté, OK, c'est de dire, je choisis quelque part mon esclave, quoi. Mais faut bien savoir que le coût d'entrée, il est faible. C'est comme pour euh, même pro, hein, pour les serveurs, etc. Il est faible le coût d'entrée parce que vous allez être accompagné, machin, truc ça. Mais après, le coût de sortie, il est quasiment impossible, quoi. Il est tellement grand. Donc, il faut bien
faut bien faire la différence. Après, à l'intérieur, ça dépend de repartir des usages. Et c'est là où c'est fondamental et c'est là où la présentation repart sur les usages. C'est, bah, on n'a pas besoin d'un LLM super puissant qui fasse tout. C'est quel usage on prend, quel LLM on entraîne, comment, avec son propre données, et est-ce qu'on peut l'implémenter dans ces serveurs au sein d'une... Évidemment, sur certains éléments, moi j'implémente sur mon Mac, par exemple, j'ai un propre LLM en interne que j'ai entraîné qui me permet, sur des petites bases de données que j'ai, de faire mon travail. Il est sûrement moins performant qu'un Claude anthropique ou que ces éléments-là, mais il est parfait pour mon usage et je sais que pour mon usage, eh ben, j'ai des données confidentielles à traiter et qu'elles restent dans mon PC, à mon endroit, et je sais où elles sont, quoi. Et qu'elles ne sont pas envoyées sur des serveurs avec qui je ne sais pas comment elles fait. Donc oui, entraîner des données, c'est pas ultra complexe, euh, mais il faut bien savoir que bah, on aura un produit un peu dégradé par rapport à ça. Mais c'est comme avoir une Ferrari, je dirais, pour aller à 30 km/h ou 50 en ville, quoi. Est-ce qu'on a besoin d'une Ferrari pour aller en ville? Non. Peut-être le plus simple, c'est de marcher à pied quelque part ou d'avoir un vélo, quoi. Bah, d'avoir un vélo, c'est moins coûteux qu'une Ferrari. Et ben voilà, pour les LLM, c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, on a des LLM qui sont open source, donc accessibles, et il y en a plein. Il y en a plein, c'est considérable. Et là, il y a un truc très, très, très intéressant, c'est on a les Américains d'un côté qui font leur truc d'une manière massive, avec leur comportement de western, rapport de force à mort, mais ça c'est le Far West. On a l'Europe qui est là, qui essaye de se débrouiller comme un peu diplomatiquement avec le chat, en essayant de faire ses trucs, c'est très bien parce qu'on veut de la souveraineté. Et derrière, on a un troisième élément qui sont la Chine, tous ces pays-là qui se disent, bon, bah, nous, comment arriver à... Eh ben, on va proposer de l'open source parce que c'est une manière de contredire. Alors, il faut faire attention à ces logiciels d'open source, mais quand même, certains sont assez beaux, sont assez clean, les codes sont ouverts. Il y a plein de modèles aujourd'hui qui sont très performants et qui pourraient convenir à une collectivité, quoi. Après, Ok. derrière, il y a un problème de compétence. C'est-à-dire, oui, ok, c'est simple, mais il faut quand même de la compétence. Et il faut surtout connaître les usages dans lesquels on va utiliser l'IA. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement. J'espère, Julien. En tout cas, tu peux commenter sur si au besoin. J'enchaîne sur une autre question de Julien, très plutôt pratique à une échelle individuelle, on va Mhm. dire. On a vu qu'on peut, contre les hallucinations en fait, de l'IA, avoir un sens critique aiguisé et puis analytique aussi. Mais est-ce qu'il y a des façons de corriger l'IA de manière pérenne, voilà, en tant qu'utilisateur ou utilisatrice, à son échelle devant son ordinateur quelque part? À l'échelle perso, Oui. ouais, alors il y a ce qu'on appelle ce que fait assez bien pour réduire, c'est vous réduisez. Il y a LLM Note sur Google qui fait ça. Donc en fait, c'est des RAG, c'est-à-dire que vous téléchargez une vingtaine de fichiers en gratuit, hein, et 50 en payant, ou un peu plus maintenant aujourd'hui. Et donc, vous constituez votre propre bibliothèque de documentation et en fait, vous allez l'interroger sur cette bibliothèque-là. Et là, donc, vous réduisez par effet les possibilités d'erreur, euh, et horreur quelquefois, hein, ça peut aller, d'erreur, parce qu'il va piocher dans les documents que vous lui aurez donnés et en plus, il va vous donner le lien. Donc voilà une bonne manière On va de s'entraîner grâce à l'utiliser. ça. Ouais. Ok. Pour les Autre. étudiants, c'est super bon plan pour pouvoir réviser. D'ailleurs, ça donne des synthèses, machin, des trucs. Ok. Alors une question très là aussi pratique. Donc c'est une personne qui travaille dans les marchés publics, voilà, Ouais. qui reçoit des offres et comment différencier une réponse à une offre qui est faite par ou travaillée avec l'IA et d'une offre qui n'est pas travaillée par l'IA. Alors là, c'est une bonne question. Et très honnêtement, euh, euh,
si c'est un expert, il le sentira tout de suite. Mais si c'est pas bien ou mal travailler avec l'IA, c'est pas la question, elle est pas, c'est là, c'est que on peut très bien utiliser l'IA à bon escient, c'est-à-dire que ça permet d'automatiser les choses. L'essentiel, c'est une bonne œuvre, c'est comment on reformule la question, comment on amène le propos, est-ce qu'il correspond bien à ce qu'on demande. Mais globalement, si c'est bien fait, il est impossible de pouvoir savoir différencier. Quiconque, d'ailleurs, c'est un grand enjeu vous imaginez, au niveau des diplômes, c'est-à-dire à un moment, qu'est-ce qui fait que ce rendu est un rendu d'IA ou pas d'IA? Bah, si c'est bien fait et bien travaillé, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas uniquement une IA qui est recrachée, mais derrière qui est d'humain, et il y a vraiment des allers-retours, là, vous allez pouvoir justement d'autant mieux travailler, entre guillemets. Mais cette dichotomie entre pas d'IA et d'IA, je pense qu'aujourd'hui, elle est plus de propos, quoi. Parce que tout le monde utilisera l'IA dans les 2 prochaines années, quoi. Surtout pour répondre à des marchés publics assez standardisés. Alors, il y a une question, là. Il y a eu des échanges parce que les personnes peuvent aussi répondre aux questions posées par les autres, c'est très intéressant. Donc, Guy posait une question sur les statistiques d'usage issues des données françaises, c'est ce que tu semblais présenter. Est-ce qu'il y a aussi des différences entre les différents pays et continents? Et il y a une réponse aussi Oui, qui est apportée par un collègue qui travaille sur l'IA dans la délégation à la transformation numérique, qui nous fait part de données qui sont publiées par l'Observatoire Data Publica ouais, sur les usages dans les collectivités tout à fait. et l'évolution de ces usages dans les collectivités. Alors, je ne sais pas si c'est que Oui, français oui, ou bah, voilà. c'est la même source que j'ai pris tout à l'heure, les 51 et les 36%, c'était dans ce Ok. document-là. Donc, Et j'ai d'ailleurs, c'est remis le lien. indiqué en petit sur le document. Il doit être en petit intégré sur le document. Donc, vous pouvez le Ok, donc vous le reprendre. retrouverez. Ouais, On vous vous le passera le retrouvez dans support. le support. Ok. Je passe à la question suivante, Pardon. alors, qui est une question de Sophie, qui est vraiment plus je sais pas, fondamentale dans son besoin. Mm. Alors, la question est très longue, donc j'essaie de la synthétiser, c'est pas simple. Donc, elle me dit voilà, comprend pas elle pense que, enfin, je pense qu'elle a raison, bien sûr, mais on peut pas, l'IA peut pas récupérer des données qui sont sur les sites payants, donc certains rapports, etc. Donc, en fait, de ce fait, la robustesse de ce qu'elle peut en retirer de l'usage de ChatGPT, par exemple, elle comprend l'intérêt de questionner ChatGPT sur des sujets qui nécessitent une expertise technique très, très poussée, ou l'intérêt alors là c'est une autre question, mais d'utiliser ChatGPT pour avoir un résumé de moins de 50 pages. Bon, c'est vraiment sur les questions pratiques, mais la question intéressante, c'est voilà, ChatGPT peut-il déjà aller chercher des données qui sont payantes, et quel est l'intérêt d'utiliser ChatGPT pour ces expertises assez pointues? Est-ce qu'il y a rien, est-ce qu'il y a un intérêt ou pas d'ailleurs? Non, mais après, il y a pas que ChatGPT. En fait, C'est un exemple, oui. aujourd'hui, il y a des pléthores d'IA. Et vous avez même des IA spécialement conçues pour le domaine académique, pour faire des recherches académiques sur des papiers académiques. Et eux ont évidemment payent les revues derrière pour pouvoir exploiter ces données-là. Euh, Par exemple, vous avez ChatGPT qui a fait un deal avec Le Monde pour pouvoir exploiter les données du Monde, du journal Le Monde. Et bien en avant, les Perplexity, les ChatGPT se sont entraînés avec des données qui venaient qui passaient par au-dessus de l'autorisation ou pas. Aujourd'hui, ils sont en train de formaliser des deals le plus possible d'ailleurs avec les journaux, avec aussi des maisons d'édition. Mais pour vous donner un truc très concret, ChatGPT, pour faire ça, ces deals-là, ils sont 5. C'est une équipe de 5 personnes, pas plus. Vous imaginez, pour faire des deals dans le monde entier, c'est assez compliqué, quoi. C'est une petite équipe, en fait, qui s'occupe de faire ça. Donc, voilà, mais après, il y a des IA spécialisées pour chaque verticale, en fait. Vous êtes juriste, vous avez des verticales sur le droit. Voilà. Ok. ChatGPT, c'est le plus connu, mais
Oui, qui est très Parce que générique. c'est le grand public, c'est les 70% qui vont vous conseiller le coach pour faire mincir, qui vont être votre meilleur ami et qui vont vous conseiller le soir. Et d'ailleurs, c'est l'usage de ChatGPT. Il faut bien comprendre ça. Son business model, il est basé là-dessus. Il est basé sur l'usage grand public, hein, contrairement à Claude, où c'est inversement, c'est 80, chez Claude, il y a plus de 70% ou 80%, c'est de l'usage professionnel, Claude Anthropique, sur ChatGPT, c'est de l'usage de bar, entre guillemets, bon, quelquefois un peu bien construit, qui fait waouh, mais c'est de l'usage de bar. Et pourquoi? Parce qu'il va même limiter, comme c'est un modèle économique, l'interaction du chatbot directement quand vous allez lui parler. Elle va limiter leur interaction avec les nombres de tokens parce que sinon ça lui coûte trop d'argent. Donc quand vous faites un élément très construit sur ChatGPT et que vous avez l'intention d'utiliser son modèle, en fait vous passez pas par le chatbot, vous passez par ce qu'on appelle un API, c'est-à-dire une clé que vous allez générer. Vous allez être facturé au nombre de tokens, c'est-à-dire à l'usage. Et en fait, vous allez brancher votre outil sur le LLM directement de ChatGPT. Et là, vous n'avez pas la restriction du nombre de tokens, du nombre qu'il fait naturellement, en fait. Je n'ai pas développé là-dessus, mais Non, non, bah, ça prendrait trop de temps, mais oui, ok. ouais. Alors, une question aussi de Guy, ça rejoint aussi peut-être la question d'Edith par la suite, juste après, mais Guy nous questionne, il y a eu une première approche, hein, comment nos usages de l'IA viennent-ils impacter, alors renforcer nos biais cognitifs? Ça, c'est la question de Guy. Et si je fais le lien avec la question d'Edith, c'est quoi finalement le prochain pas, le petit pas pour développer nos soft skills en interne vis-à-vis de cette gestion de l'IA? Donc pour éviter, j'imagine, ces biais cognitifs et d'aller sur des compétences, des soft skills qui nous intéressent plus. Ouais. Alors, je sais combien de temps là? Merci pour On peut pour les sectionner. deux dernières Alors déjà, questions. comment les usages de l'IA viennent-ils impacter, renforcer nos biais cognitifs? Ah, mais là-dessus, mais il y en a tellement là-dessus, ça pourrait être une conférence en soi là. C'est Un exemple, une illustration peut-être, pas ça. un exemple. Alors là, il y en a tellement qui me viennent à l'esprit là en incidence. On peut pas s'imaginer à quel point justement ça serait. Alors, j'ai essayé de trouver des exemples là tout de suite, mais je sais On peut pas. aller sur le pendant pratique, c'est pour ça que je liais les deux questions, celle d'Edith également, c'est que finalement, Et toi, comment qu'est-ce tu qu'on répondrais à cette développerait? question-là? Tiens, je Bah, renverse la situation, mais tu c'est vois, et très bien, mais après, moi, je sais pas, on mais tu vois, il y avait, en a tellement que j'ai du mal à non, mais c'est comme, les on a eu confirmations. d'autres webinaires au sein de la collectivité dans le cadre, tout le monde n'est pas dans la collectivité région, mais c'est de se dire, voilà, quand on parle avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, eh bien, il va nous dire des choses, mais il faut qu'on ait toujours aussi cet esprit critique pour aller déceler peut-être donc ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui est dit, ne Mm, pas rentrer dans par exemple, des biais de confirmation, parce que mm. ça peut être aussi ce style, ce genre de choses. Quand on questionne, j'imagine que la plupart des personnes qui nous écoutent aussi ont un usage pratique et même individuel. Donc c'est de peut-être insister sur le côté conversationnel de l'IA qui n'est pas juste là pour amener une réponse, mais vraiment Enfin, comme une discussion qu'on peut avoir avec quelqu'un. Et du coup, on rentre dans une sorte d'intelligence collective. Je ne sais mm. pas si on peut aller jusque-là. Voilà ce que je répondrais moi personnellement, mais je suis peut-être complètement à côté de la plaque. Je ne suis pas expert dans la matière. Non, 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 mais alors j'avais fait tout un élément sur ça et à différents stades du process de transformation, les biais qu'on pouvait rencontrer. Parce que selon des procédures, sur un truc, il y a différents biais qui ressortent. Mais je donne, il y a déjà la première chose, c'est l'aversion à la perte, quoi. Euh, Moi, je perds mes repères, je perds mon expertise. Voilà, il y a le problème, c'est pour certains, il y a cette peur-là. Il y a le biais de statu quo aussi. Je préfère l'opinion connue. Moins de conflits décisionnels. Voilà, il y a aussi cet élément-là qu'on a souvent sur. Il y a aussi un élément qu'il faut beaucoup travailler et comprendre,
c'est l'aversion à l'ambiguïté, quoi. C'est-à-dire éviter ce dont la probabilité de succès est un peu floue. Voilà, dans ce cas-là, on tente rien et on reste comme il faut, quoi. Euh, voilà, c'est le biais de confirmation, d'optimisation. Je préfère ne pas agir pour éviter d'être tenu responsable. Le sunk cost aussi, persiter, car on a déjà investi dans l'ancienne manière de faire. Il y a aussi l'épreuve sociale, l'autorité. Si la majorité ne bouge pas, ou si on a un leader qui hésite, l'inertie s'amplifie. Voilà, il y a vraiment. Il y a Euh, beaucoup. il y en a énormément, et ce qui est intéressant, après, c'est de les timer sur le long cours, c'est dire, ouais, à tel moment, bah, il y a tel biais qui peuvent s'être exprimés, comment on travaille ensemble avec, quoi. Parce que les ramener tout d'un coup comme ça, imaginez, là, j'ai la diapo là, que je Oui, vous avec ai la fleur. montrée, et ben, je vous ai montré là pour vous calmer derrière, là, tout de suite un bon calme, quoi. Voilà, et ben, tout de suite, je vous montre un bon calme parce que vous imaginez, vous montrez ça, vous n'en pouvez plus, quoi, déjà. Et trop d'informations, tue d'informations, quoi. Donc, je vous montre un bon calme. Donc, on va rester un peu sur ce bon calme. Voilà. Et Dessiner le changement, quoi. Et dessiner le changement, ben, c'est ensemble qu'on le fait et d'une manière apaisée, quoi. merci. En fait, Alors, c'est ça aussi que j'ai appris avec l'IA aussi. Là, je voudrais dire, c'est qu'il y a une espèce sur la temporalité. C'est-à-dire que moi, globalement, bon, ça fait partie de mes centres d'intérêt et au-delà de travail, j'ai au minimum 2 heures par jour d'informations sur sur ce domaine-là. Vous imaginez, il y a un moment, tous les jours, il y a des choses qui sortent. Tous les jours, à tel point où on se dit, ben, on va être à la traîne, on va pas truc, etc. Mais non, mais il y a un moment, oh, recul, tempo, et on s'aperçoit qu'on prend un peu du recul du tempo, bah, peut-être qu'il y a plein de choses qui bougent, mais fondamentalement, il n'y a pas autant de choses qui bougent aussi, quoi. Et que l'humain, il peut pas aller à cette vitesse-là. Sinon, il casse. Vous voyez, les compètes de haut niveau, à un moment, l'obsession, c'est de pas avoir une blessure, quoi, parce qu'ils s'en demandent tellement à leur corps que voilà. Bah, nous, si on fait la même chose, si on arrive avec trop d'informations de ton truc, il y a un moment, on a une blessure, on se craque. Et les blessures, ben, c'est des blessures qui sont liées à la santé mentale, c'est du burn-out, c'est un ensemble de choses. Et vraiment, il faut être vigilant aussi aujourd'hui avec ça. Et une transformation, ben, ça ne se décrète pas, ça se construit ensemble, quoi. Et il faut laisser le temps. ça répond un peu à la question d'Edith, en fait, hein, ce soft skill sur le recul. Et je vais poser une dernière question qui est Ouais. posée par Naël. Je la lis pour ne rien louper de la question. Mais quand on sait que 54% des Français éprouvent au moins une forme de difficulté qui les empêche d'effectuer des démarches en ligne et que 15% des Français âgés de 15 ans ou plus sont en situation d'électronisme, la question c'est, ça raconte quoi des usages en fait à venir et du développement des soft skills pour ces usagers-là, donc ceux qui sont en électronisme ou ces L'électronisme, personnes ouais. qui ont, ouais, ou les Français qui ont une forme de difficulté, c'est pas forcément de l'électronisme, mais qui les empêche d'effectuer des démarches en ligne ou avec l'outil numérique, quoi. Ouais, tout à fait. Mais ça, c'est toutes les démarches qu'on voit en ce moment sur la simplification, où l'État fait un grand tout numérique. Euh, et ça, c'est un vrai problème de fracture. Euh, et je voudrais juste attirer aussi le truc sur l'électronisme. L'électronisme, c'est 17% des personnes. Mais l'électronisme, c'est aussi pour des étudiants. Voilà. Bah, ils savent utiliser très bien leur téléphone portable en cliquant sur une appli, mais ils ne savent plus utiliser l'informatique, quoi. Ils savent plus. Et on le voit, quoi. J'étais sur un de ces sujets-là dans les Hauts-de-France. C'est étonnant, quoi. L'électronisme, ça touche plus de gens qu'on croit. Et surtout qu'il y a des gens qui font semblant de savoir alors qu'ils ne savent pas du tout utiliser un outil numérique, du moins pas numérique, mais informatique, etc. Ils savent parfaitement utiliser leur téléphone, du moins parfaitement en appuyant sur une appli, ouais. Et oui, entre une fracture de la société, oui, c'est un enjeu majeur, quoi. Ça, c'est ça,
Donc ça rejoint le propos sur quelles sont les bonnes formations qu'on doit les bonnes prodiguer formations. à nos générations Ouais, mais futures, hein, quelque part. là-dessus, justement, c'est pas d'avoir une vision tout de suite technocentriste en disant je t'apprends à utiliser l'outil. C'est comprendre pourquoi elle l'utilise pas déjà et développer un ensemble de compétences qui lui permettent de faire face à cette situation. Mais uniquement le voir comme une vision technocentriste et juste l'aspect de, OK, j'ai juste expliqué comment ça fonctionne, finalement, comme on pourrait expliquer à un enfant de 2 ans ou 3 ans comment il utilise un outil, c'est pas forcément la bonne formule, quoi. La bonne formule, c'est comment on l'accompagne. Donc, c'est beaucoup plus complexe et global comme sujet, quoi. Et là-dessus, j'aurais du mal à vous répondre en si peu de temps, mais globalement, c'est le renforcement d'un ensemble de compétences qui sont ce qu'on appelle plus dans Accompagnement. la société. Bon, je ne vais pas développer là-dessus. Non, mais on voit bien l'approche en tout cas. Merci Brieux pour tous ces éléments. On va s'arrêter là juste pour préciser. J'ai eu quelqu'un qui a commenté, donc notre collègue à la DTN par rapport au notebook LM et puis non LLM. J'allais dire, ne faites pas ça chez vous. En tout cas, non, rapprochez-vous de vos directions de système d'information pour Oui, faire mais peut-être c'est ce un genre de usage choses-là. Perso, D'accord. là. On est d'accord parce que là, il nous Oui, indique oui. qu'il Non, ne non, faut pas faire un attendez. usage shadow. C'est un usage perso. Je parlais d'étudiants, hein. Oui, bien sûr. Bien sûr, on Attendez, précise. attendez. Même si on peut le faire dans une collectivité, il faut le cadrer, il faut le. Il faut le Voilà. cadrer, oui, mais ouais, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Brieux. Merci pour cette intervention. Tu pourras m'envoyer le support que j'enverrai donc aux Bien sûr. participants et participantes avec un questionnaire voilà, de satisfaction, on va appeler ça comme ça, que j'appelle aussi questionnaire de robustesse. Le replay sera disponible d'ici début décembre. Pour qu'on ait le temps, parce qu'il y a 10 visioconférences à monter, voilà, et que je fais ça avec mes petites mains. Donc merci beaucoup, merci aussi à Edith avec qui on a travaillé et avec Brieux pour vous proposer ce temps Merci beaucoup à sur vous. l'IA. Merci beaucoup à vous et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Voilà, je pourrais y répondre. Je ne vous dis pas du jour au lendemain, loin de là. Et puis en tout cas, je vous remercie beaucoup. Et puis à très vite, hein. Merci. Merci, à très vite. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.